Terre, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 96e avec au pupitre le Zozo de service qui essaye de remplacer tant bien que mal nos régisseuses habituelles, Maïté et Piquet-Cou, avec mon Jean dans le studio, toute seule. Ton Jean qui fait le pari que tu ne feras pas une seule erreur technique aujourd'hui, Robert. Bon, eh ben écoute, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oh, je lui mets la pression. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera une touche de noir. Ok, ça marche, mon camarluche. Donc, on va continuer avec une petite musique. Ouais. Et puis après, on passera aux choses sérieuses, voilà, c'est-à-dire... pour illustrer une touche de noir, c'est Bernard Lavilliers, Idée noire. Allons-y. Ah, ça y est, c'est comme la dernière fois, le même blanc. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent et merde mon cœur. C'est dans le poste de ce qui se passe dans le studio. Et alors toi, tu nous fais pas ton petit papier aujourd'hui? Non, je fais pas mon petit papier parce que tu vois, je dois me débrouiller avec ce gros caca là, et donc mon petit papier sera pour la prochaine fois, mon Jean. Bon, bah écoute, je vais essayer de traîner. Ah oui, parce que ça tenait compte du fait que tu faisais le... Ben non, tu vois, Enfin bon. Alors sais-tu qui est Valérie Pécresse, mon cher Robert? Oui, je crois savoir, oui. Eh bien, c'est la ministre, UMP de l'enseignement supérieur. Celle, tu vois, qui s'échine à nous faire croire que les blagues stupides qui courent sur les blondes sont parfaitement justifiées. Ouais. Bon. Eh ben, elle s'est dit ce dimanche, très déçue après le résultat des cantonales, qu'elle a qualifié de trou noir démocratique. En raison du fort taux d'abstention. Ouais, d'accord. Je suis déçu, j'espérais mieux, a-t-elle en effet déclaré à l'AFP. Les électeurs de gauche comme de droite ne sont pas allés voter, a-t-elle encore expliqué. Alors, je rappelle que le taux d'abstention, dimanche, s'est élevé à 55%, ce qui constitue une sorte de record pour un deuxième tour d'élection. Mais je rappelle surtout quand même que Madame Pécresse, la même Valérie Pécresse, a défendu bec et ongle entre les deux tours la stratégie du nini dictée à l'UMP par son chef haillon de poche, le petit ventilateur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, en cas de duel entre le PS et le FN. Alors, on ne peut pas dire quand même que ce soit la logique qui étouffe cette pauvre nini. Je l'appellerai comme ça maintenant, nini. Ils ont quand même une certaine responsabilité dans l'abstention. Oui. Non? Oui, mon Jean. Ici, on n'est pas plus mécontent que ça que le premier parti de France soit largement celui des abstentionnistes. Mais enfin voilà, un nouveau sondage publié hier, donc ça c'était lundi, montre que le Front National est un parti de moins en moins diabolisé par les Français. Plus d'une personne interrogée sur deux estime en effet que le FN devrait être considéré comme un parti comme les autres. Selon le directeur général adjoint de BVA, qui a donc produit ou pondu, vous direz ça comme vous voulez, ce sondage, ces hausses spectaculaires s'expliquent par l'arrivée à la tête du FN de Marine Le Pen, qui a donné un nouveau ton à son parti. Il pointe également, ça c'est déjà plus étonnant de la part de ce directeur adjoint de BVA, il pointe également la responsabilité de Nicolas Sarkozy qui, à force d'aller, ça je cite les propres mots du mec de BVA, qui, à force d'aller sur le territoire du FN en faisant de la surenchère sur les questions d'immigration ou d'identité nationale, n'a fait que crédibiliser le parti d'extrême droite. Et en effet, si on regarde bien, promesse impossible à tenir, langue de bois, incapacité à admettre qu'on a fait moins de voix que lors des élections précédentes, oui, le FN est bien un parti comme les autres, il n'y a aucun problème. Il n'y a donc aucune raison valable de l'ostraciser. Si des gens, je
Je dirais, si des citoyens français ont ces merdes-là dans la tête, il vaut mieux qu'elles soient représentées, tu vois, par un parti. C'est mon sentiment, hein, personnellement. Quand le FN montre la Lune, Robert. Ouais. Sais-tu ce que l'électeur bas du front regarde? Enfin, je sais, c'est inexprimable à l'antenne, même sur Radio Libertaire. Eh ben, c'est ni la Lune, ni le doigt, c'est le bras levé. Oui. Voilà. Et justement, le FN avait tout tenté, hein, jusqu'à la dernière minute pour nous faire croire qu'il était devenu un parti comme les autres, hein, promettant par exemple, je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, d'exclure un certain Alexandre Gabriac, un nom bien de chez nous, hein. Ouais. C'est presque aussi français. Un Auvergnat. C'est presque aussi, oh, ça peut être aussi sud-ouest, hein. C'est presque aussi français que nos propres noms, mais j'allais les dire, je ne le ferai pas. Non. Ouais, donc, promettant par exemple d'exclure un certain Alexandre Gabriac, qualifié pour le second tour des cantonales à Grenoble, dont des photos le représentant armé d'un coup de poing américain et faisant le salut hitlérien devant un drapeau nazi. T'as entendu parler de ça? Non, pas du tout, Jean. Tu sais, je suis les informations d'une fesse distraite. Ouais. Avait commencé comme par miracle à circuler. Oui, c'est vrai, tu me le dis régulièrement, mais je ne me décourage pas. Je sais pas pourquoi. Donc des photos de ce représentant, hein, du Front National qui était quand même qualifié, hein, pour le second tour des cantonales à Grenoble, hein. Il y a des photos de lui, le représentant donc armé d'un coup de poing américain, je sais plus, je crois que c'était au poing gauche ou au poing droit, et faisant le salut hitlérien devant un drapeau nazi, tu vois, de l'autre main. Ouais. Avait commencé comme par miracle donc à circuler sur Internet entre les deux tours. De toute façon, le salut nazi, moi je trouve que c'est dépassé. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Pour marquer l'entrée de l'extrême droite française dans la modernité, hein, je propose au FN d'adopter plutôt le salut moisi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Eh ben, merci mon Jean. C'est un peu court, remarque, parce que comme moi je fais pas mon papier, on va se retrouver encore une fois dans le caca. Ben non, bon, mais parce que tu vas réussir à nous la passer, cette chanson de Lavilliers, non? Hein? La chanson de Lavilliers. Je passe pas Hydra, alors la chanson. Si, allez, Hydra. Hydra, puis après, Lavilliers, on essaiera de le caser. Ce sera pour tout à l'heure. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fuse tendre à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix essier. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner, doit ou pas être là quand elle y va donc. Honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, polizia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes, rien n'éteint, jamais. Et tout mon respect d'être baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué. Pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison, en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tout y bien qui, à tous les autres et sans nom. Seuls groupés, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant, après
c'est l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait, la torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne, c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, Bolos fascistes et tous les retards de bougez vite. On t'avoue à jamais qui prouvait combien du sang de vos peuples vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassins, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Giuliani, Giuliani, polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini, polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Hey. Gênes 2001. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, la plus rebelle des radios, tenez-vous bien. Ce matin, Racaille, la 96e, avec Jean, dans le studio, toujours sérieux, toujours droit dans sa blouse noire de hussard, noire aussi d'ailleurs, de la République, missionné à l'instruction publique et plus particulièrement à l'histoire de l'art, qui va tout de suite vous brancher, mes camarluches, sur le père Stephen King, vous savez, celui qui fait trembler dans les chaumières. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah bah moi, il y a celui qui m'a le plus fait gerber, enfin, c'est Cimetière. Oh la vache. Ah ça, c'est terrifiant. Ah donc tu as lu aussi. Ah j'ai presque tout lu, oui. C'est bien de l'avouer. Oui, non, mais oui, j'ai des côtés comme ça un peu beauf. C'est seulement notre... bon, c'est évidemment toujours pour illustrer notre émission une touche de noir. Hein, c'est seulement la deuxième incursion dans le polar qu'on fait. Mais j'aime bien, de temps en temps, on fera ça, à condition évidemment qu'il y ait une relation aussi étroite ou élastique soit-elle avec les arts plastiques. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc Stephen King, ce que je vais vous lire, c'est un extrait de Duma Kay. Ça, c'est un... Stephen King, il est né en 1947. Hein. Dans ce roman, publié en 2008, l'auteur de, je le rappelle, Carrie, Shining ou encore Dead Zone, hein, tous des romans qui ont été portés au cinéma avec plus ou moins de succès. Hein. Stephen King, grand maître américain du livre noir et d'épouvante, hein, nous conte la métamorphose suite à un grave accident, hein, ici de voiture, hein, la métamorphose d'un entrepreneur du bâtiment en artiste peintre de talent. Mais évidemment, on connaît la fascination, hein, de l'écrivain pour tout ce qui touche au paranormal. Hein. Les tableaux du peintre auront bien sûr des conséquences sur le monde réel. Hein. Alors certains y verront une référence à des événements tragiques survenus dans la propre vie de l'écrivain, hein, qui a été renversé par une voiture devant chez lui, je crois, dans le Maine. Et qui est toujours d'ailleurs handicapé, hein, depuis cet accident. D'autres y verront une métaphore du coup humain, du coup sur le plan humain, d'un art pratiqué avec passion et sans réserve. Hein. Exécutez un dessin. Prenez une surface blanche. Pas nécessairement du papier ou une toile, mais je la sens mieux en blanc. Nous disons blanc parce qu'il nous faut un mot, mais son vrai nom est rien. Le noir est l'absence de lumière, mais le blanc est l'absence du souvenir, la couleur
de l'impossibilité de se remémorer. Comment nous souvenons-nous de nous rappeler? C'est une question que je me suis bien des fois posée depuis l'époque de Dumaquet, souvent aux petites heures du matin, scrutant l'absence de lumière, évoquant les amis absents. Parfois, pendant ces petites heures, je pense à l'horizon. Il faut établir un horizon. Apposer sa marque sur le blanc. Un acte simple, pourrait-on croire. Mais tout acte qui recrée le monde est héroïque. Du moins, en suis-je venu à le croire. Imaginez une petite fille, presque un bébé encore. Elle est tombée d'une carriole il y a 90 ans, tête la première sur le pavé, et a tout oublié. Pas seulement son nom, tout. Et puis un jour, elle s'est rappelé suffisamment de choses pour être capable de prendre un crayon et de tracer cette première marque hésitante sur le blanc. Une ligne d'horizon, bien sûr, mais également une fente par laquelle la noirceur pourra s'infiltrer. Allez, imaginez cette petite main soulevant le crayon, hésitant, puis apposant sa marque sur le blanc. Imaginez le courage que lui a demandé ce premier effort pour rétablir le monde en le représentant. J'aimerais toujours cette petite fille, en dépit de tout ce qu'elle m'a coûté. Je le dois, je n'ai pas le choix. Les dessins sont de la magie, vous savez. Bah mon Jean, voilà. Et Ouais. c'est peut-être, je l'ai pas lu celui-là. C'est l'intro du bouquin, tu vois, ça Ouais. te glace déjà, Oui déjà, oui. Non, il est très fort. ça te glace le sang, tu te Et oui. demandes où est-ce que ça va, Ouais. sur quoi ça va déboucher. Ouais. Voilà. Mais t'as pas vu les Tommy Knockers? Ou lu ou vu? Non, non, Non. non. En fait, je connais très mal, moi. Ah, Stephen d'accord. King, ouais. Bon. Ouais. Je connais très mal. Non, mais il se met souvent en scène comme écrivain, oui, intervenant dans ces histoires aussi. Mhm. Ah non, je connais très mal, mais j'ai un camarade qui va pouvoir me prêter, puisqu'il a tout dans sa bibliothèque. Oui, pourquoi pas. Non, mais là, ce début-là, je le trouve très fort. Il a une façon de te prendre, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment, ces romans, c'est dès le début, tu parles. C'est vraiment, il est très, très, enfin, à mon sens, très, très, très fort, quoi, tu vois. J'ai presque trouvé ça aussi fort que le truc de Malevich, tu sais, venez à ma suite, camarades aviateurs, venez à ma suite, nous allons déboucher dans le blanc. Je me rappelle plus du texte exact. Hein. Ouais. Odile, si Odile était là, je suis sûr qu'elle pourrait nous le... Bon, Odile, vous pouvez téléphoner quand vous voulez. Hein, on est à l'écoute. Alors, Dumaquet est publié dans le livre de poche. Hein. Il est sorti, j'ai dit, oui, en 2008. Maintenant, on le trouve en livre de poche. C'est un beau petit paveton. Hein. Ouais. Voilà. Et alors, cette histoire de exécuter un dessin, en fait, c'est comme ça que commence le livre. Et je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine qui ponctuent comme ça toute l'histoire, qu'on retrouve régulièrement en italique et qui ponctue toute l'histoire. D'accord. Qui donne des clés au fur et à mesure qu'on avance. D'accord. Voilà. Bien. Alors, vous pouvez évidemment commander le bouquin auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Hein, vous dites que vous venez de la part de Robert, qui Non, vous venez de la part de Jean. grand spécialiste de Stephen King à la FA. Non, Voilà. spécialiste, Alors, le non. téléphone de la librairie, c'est 01 43 05 34 08 et leur site internet, après les W, librairie-publico.com. Publico, c'est Publico. Voilà. Ouais, non, tu sais bien, mon Jean, que je suis spécialiste de rien. Bon, bah, tout de suite, les mecs, hein, et les meufs.
sans pub, à Racaille, 96e, avec aux manettes, dans le studio. Enfin, plutôt à son pupitre, les manettes, c'est plutôt moi. À son pupitre, Jean, qui va vous continuer à poursuivre sa causerie sur l'art, en vous introduisant l'histoire de l'histoire artiste, l'histoire de peintre du mystère, Monsou Desiderio. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Lorrain que tu es, avait déjà entendu parler de Monsou Desiderio, Robert? Non. Parce qu'ils sont présents au musée des Beaux-Arts de Metz. Est-ce qu'on l'appelle le musée des Beaux-Arts? Oui. Ça, je peux dire oui, parce que quand je suis allé la seule fois de ma vie, j'avais repéré qu'il y avait le musée des Beaux-Arts. Bon. En fait, c'est le pseudonyme Monsou Desiderio. On dit bien Monsou, hein, pas Monsu. de deux peintres lorrains du XVIIe siècle, du début. Hein, je suis désolé, c'est pas très récent. Hein. Ouais, du début du XVIIe siècle. Hein, François de Nomé et Didier Barras. Auteur d'une œuvre colossale, hein, qu'André Breton considérait comme précurseur du surréalisme. Il y a eu beaucoup de précurseurs du surréalisme, et puis ils avaient autre chose à faire que d'être des précurseurs du surréalisme. Hein. Leurs œuvres avaient en fait traversé on peut quand même dire merci à Breton pour ça. Voilà. Parce que leurs œuvres avaient traversé les siècles sans beaucoup attirer l'attention, hein, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors sans doute, hein, ces visions d'un monde en décomposition, en ruine, hein, et leur étrangeté, l'étrangeté qui se dégage de ces toiles, hein, présentait-elle à ce moment précis, hein, à la fin de la Seconde Guerre, un caractère de douloureuse actualité, hein. Breton est en tout cas l'un des premiers à s'y intéresser. Puis les historiens, hein, dans la foulée, s'attellent à la tâche. Alors c'est en 1956 que l'on apprend que le pseudonyme vague et familier de Monsou Desiderio, hein, qu'on peut traduire par Monsieur Didier. Tu vois, ah ouais? Oui. Bon. Approximativement, je dirais. Recouvre en réalité les productions de deux artistes, hein, comme je l'ai dit. Didier Barras, auteur de vues panoramiques minutieusement documentées, et François de Nomé, à qui l'on doit ces caprices architecturaux qui étaient rajoutés ensuite à ces fonds de panoramiques, hein, qui font quand même tout l'intérêt, hein, des toiles de Desiderio, il faut être honnête, hein. Les recherches ultérieures ont fait la lumière, en fait, sur la personnalité et l'itinéraire des deux peintres. Mais on ne sait pas énormément de choses, hein. Alors, tous deux sont natifs de Metz, et font carrière à Naples, hein, dans les premières décennies, donc, du XVIIe siècle. François de Nomé a 9 ans, lorsque sa famille, c'est terrible, hein, le confie à un groupe de migrants en route pour l'Italie. En fait, bien des familles indigentes, tu vois, les laissaient ainsi partir un enfant vers des contrées et un avenir supposé meilleur, hein. Alors, le jeune homme s'installe à Naples en 1610. Hein. C'est à l'époque la ville la plus peuplée d'Europe, hein, tout de suite après Paris. Ouais. Ah. Caravage y a fait 2 séjours en 1606, enfin à cheval sur 1606 et 1607, et puis ensuite sur 1609, à cheval sur 1609 et 1610. Hein. Et les œuvres qu'il a laissées dans différentes églises, hein, impressionnent très fortement le milieu artistique, hein, de l'époque. Alors, à partir de 1624, c'est-à-dire 14 ans seulement après son installation à Naples, hein, on perd la trace de Nomé. Est-il mort? A-t-il cessé de peindre? Jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère complet, hein. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est son compatriote Didier Barras qui lui succède à la tête de son atelier, hein, dans lequel il travaillait avec lui. Comme je l'ai dit, maintenant on a pu à peu près mettre, un peu comme pour les frères Lenain, on sait à peu près qui faisait quoi, hein. Donc si chacun des deux s'était spécialisé
dans un genre bien précis. Hein. Les deux peintres messins collaboraient bien, en tout cas au sein de ce même atelier. Dans leurs nombreux panoramas de Naples ou de Venise, hein, Barras se démarque par la minutie et la précision topographique. Hein. De nommer, lui, c'est plutôt par l'ampleur poétique de la vision, tu vois, le souffle cosmique du paysage, l'éclairage phosphorescent sous le ciel noir, tu vois, un peu apocalyptique, d'où leur présence dans cette émission. Le thème du caprice architectural, hein, consistant en la représentation d'architecture imaginaire où peuvent quand même parfois s'insérer des édifices réels, hein, existait déjà dans la tradition flamande, principalement à travers la gravure. Hein. Mais Desiderio, Montsou Desiderio, fut le premier, le premier si j'ose dire, hein, puisqu'ils étaient deux, à le hausser au rang de genre pictural. Hein. L'impact visuel, je dirais, tient à la matière elle-même. La technique très personnelle d'empattement blanc, tu vois, sculpté au pinceau, gaufré, incisé, crée de véritables reliefs. De plus, les ruines de Montsou Desiderio n'ont pas ce caractère de nostalgie poignante, hein, ou d'aimable philosophie que leur donneront des générations de ruinistes, hein, tu vois, Hubert Robert, enfin, tous ces peintres qui sont plutôt des romantiques. Hein. Ce sont en fait des ruines vives, tu vois, actuelles. La destruction est en cours. Elle n'est pas intervenue dans des temps reculés. Hein. On est en plein dedans, en fait. Comme en témoignent d'ailleurs ces amoncellements de gravats, hein, que dégorge une abside éventrée, et surtout ces colonnes, ces arcs, ces voûtes, ces frontons ou ces statues saisies dans l'instant de leur effondrement. Hein. Malgré les phosphorescences lunaires dont j'ai déjà parlé, hein, et les éclairs d'incendie, il règne ici une nuit définitive, tu vois, une nuit de cachot, hein, comme aura pu d'ailleurs le dire Segers, hein, où l'espérance a cessé de luire. Les cités de Desiderio sont sans doute des vanités, tu vois. C'est leur ruine serait en fait serait le fait du châtiment divin. Hein. Mais cette esthétique du désastre s'envole sur l'aile de la poésie. Elle se consume en vision fascinante, spectacle quelquefois sublime du silence et de l'éternité. Voilà, et je pèse mes mots. Ouais. Alors vraiment, Montsou Desiderio, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, des peintres du XVIIe siècle, du début du XVIIe, à découvrir, et en particulier sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com, où vous aurez une de ces ruines en train de se faire. Voilà. D'accord. Oui, j'arrive pas très bien à situer qui sont ces personnages, mais par contre, j'ai remarqué que dans la peinture italienne, parce que c'est la seule qui était vraiment qui émergeait dans ces époques héroïques, enfin un peu plus tôt, même pendant le Quattrocento, ils avaient un art de la ruine assez consommé, hein, les peintres de ces époques-là, non? Est-ce qu'il y avait une signification symbolique là-dedans, ou c'était simplement une espèce de décor comme ça? Il y a eu beaucoup de maniérisme, si tu veux, mais chez ces peintres-là, Montsou Desiderio, on est tout à fait dans autre chose. Hein. Dans autre chose. Mais ceci dit, c'était le tout début. Et alors, apparemment, d'après la production qu'on a pu retrouver, hein, ils ont connu l'atelier. Puisque c'était signé donc Montsou Desiderio, l'atelier a connu une vogue très énorme, puis est tombé totalement dans l'oubli après la mort de Nomé. Évidemment, la qualité n'était plus la même. Hein. Donc, voilà. Et donc c'est bien ce cher Breton qui a fait redécouvrir et d'ailleurs c'est curieux parce que oui, bon, moi j'aime pas tellement de personnages, j'ai tellement de personnages que j'aime pas. Il faudrait plutôt parler de ceux que j'aime. Mais il a aussi Gustave Moreau, tu sais, c'est aussi aussi Breton qui a dit que c'était le surréalisme, le précurseur du surréalisme. Beaucoup. Et c'est grâce à lui aussi que Moreau il a réémergé un peu, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, donc il a fait que ce personnage te plaise ou non, comme tu dis, il a fait œuvre utile. Oui, tout à fait, ouais. Eh bien, merci, mon Jean. Merci, Breton. Merci, Breton.
Werther, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, toujours à Racaille, toujours la 96e, salut à ceux qui arrivent, au revoir à ceux qui partent, et puis toujours les musiques, est-ce que c'est notre cher camarade Cranach qui les a choisis? Celle d'aujourd'hui, non, tu sais. Je m'en doutais la un semaine peu. prochaine, oui, elle fait son retour. Ah, d'accord. Celle d'aujourd'hui, non. Elle revient de Florence? Elle travaille beaucoup en ce moment. Ah ouais? Oui. Ah bah écoute, Donc, tu vois. c'est une jeune fille dynamique en même C'est temps, donc. compliqué, oui. Ouais. Bien. Jean va poursuivre votre éducation artistique, chers amis auditeurs, en vous causant tout de suite dans le poste de animation, recherche, confrontation, qui qu'on appelle aussi en langage simplifié l'ARC. Absolument. Absolument, oui. Remarque, c'est pas un grand mérite, je le dis, ce que t'écris. Alors, les musiques, c'était là, on vient d'écouter Amy Winehouse. Oh, super, Back Jean. to Black. Oh oui, Jean. Bravo, Jean. Un peu avant, c'était les Rolling Stones, tout le monde les a reconnus. Paint It Black. Et encore avant, notre groupe favori, Hydra. Ouais. Mais on passera quand même le camarade Lavillier, si on a le temps à la fin, ou quelque chose comme ça. Le camarade Lavillier, oui. Ouais. Dans la régie, le technicien préféré de Bernard Lavillier. Oui. Robert. Oui. Merci, Bernard attend, Robert. Il aimerait bien réécouter Idée Noire, ça fait longtemps que... Oui. Bon, bah écoute, mon cher, cette chanson, mon cher Bernard, on va s'y mettre. Hydra, c'était Genova 2001, hein, des souvenirs à l'appel pour Robert. On arrête, Jean. On va finir par passer pour deux vieux cons qui radotent sans arrêt. Oh bah parce que je crois que, enfin, à part ceux qui découvriraient l'émission ce matin, les autres sont déjà au courant depuis un moment, Robert. Hein. Ouais. Alors la semaine dernière, nous avons reçu Nathalie Pradel, hein, qui dirige la Maison des Arts de Bagneux. Elle est venue nous parler de son travail au sein de cette maison. Hein. Et on avait pas mal évoqué Pierre Gaudibert, dont le travail en termes d'animation culturelle, hein, avait irrigué son propre et continuait d'irriguer le propre parcours de Nathalie. Hein. Je voulais donc parler aussi j'ai pas eu le temps et je vais le faire aujourd'hui, ça nous permettra de lui faire un petit clin d'œil à Nathalie, un gros bisou. Hein. Bon, elle a trouvé ça difficile quand même de se réécouter, mais qu'elle se rassure, c'était une très bonne émission. Ouais. C'est jamais facile de s'entendre. Hein. Non, particulièrement pour le technicien qui peut ramasser ses bugs dans la tronche, voilà, en boucle. Nous, on a trouvé une technique particulière, tu vois, Nathalie, si tu nous écoutes. En fait, quand on réécoute l'émission, je n'écoute que Robert et Robert n'écoute que moi. On trouve que c'est plus facile comme ça. Et c'est un peu la vérité en plus. Alors, je voulais vous parler un peu de l'institution culturelle, hein, qui avait été créée par Pierre Gaudibert et qui est toujours, d'ailleurs, toujours en activité, hein, au sein du MAM de Paris. Hein. Voilà, l'ARC, donc je vais vous en causer un peu aujourd'hui, et ça nous permettra, mais je vais y revenir après, de faire le lien aussi avec l'émission de mardi prochain. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc, comme l'a dit Robert, animation, recherche, confrontation, le fameux ARC, créé hein, dans le cadre du musée d'art moderne de la ville de Paris, hein, en 1966. Hein. Le statut juridique, en fait, était hybride, et toujours, j'imagine. Hein. L'institution a pour locaux ceux du musée d'art moderne de Paris, hein, mais son financement et son administration sont indépendants, hein, rattachés directement à la direction des Beaux-Arts. Alors, elle n'a pas, en tout cas au départ, de but de conservation, hein, mais d'exposition. Idéologiquement, l'organisme prend place dans un programme d'animation culturelle donc développé par Pierre Gaudibert, hein, comme je l'ai dit, marqué par sa propre expérience dans les milieux de l'éducation populaire. Le but déclaré, en fait, est d'atteindre la nouvelle classe moyenne française, hein, un programme d'activité
important corrobore la mission pédagogique. Présentation d'œuvres par les artistes eux-mêmes, hein, mais aussi par des critiques. Table ronde et débat. Hein. Le musée Forum, je mets ça entre guillemets parce que c'était ainsi qu'il avait été baptisé et voulu par Gaudibert, hein, est ouvert sur la ville. Les œuvres gagnent l'extérieur et s'installent sur le parvis du musée. Tout un choix d'activités pluridisciplinaires se greffe à la section art plastique, hein, avec une section cinéma, une section danse, une section jazz, une section musique contemporaine et une section théâtre. Les différentes disciplines artistiques se mêlent lors de spectacles, hein, ou pendant les vernissages. Dans une période où le poids de Paris dans l'art contemporain a décliné, hein, fortement face à celui de New York, il s'agit de dynamiser évidemment la scène artistique parisienne, hein, au sein même d'une institution traditionnelle comme peut l'être le musée d'art moderne, hein, et de promouvoir les nouveaux courants et médiums artistiques. L'ARC offre une tribune, en fait, à un art du témoignage social et politique et à de nombreux artistes, hein, chez qui les spécificités de la figuration narrative et ses possibilités de manipulation de l'image permettent le passage à une peinture contestataire et politique. Hein. C'est bien comme ça que c'était voulu. Les nouveaux figuratifs remettent en cause l'image, tandis que les artistes de support surface, hein, qui se joindront au projet, ensuite déconstruisent la matérialité du tableau. Mais la programmation met aussi en valeur des techniques considérées comme mineures, hein. Ce sont les premières expositions consacrées uniquement à la photographie dans un musée. On l'a oublié, ça. Le renouveau de la gravure, hein, au travers de techniques traditionnelles et récentes comme la sérigraphie. Et puis, s'y grèvent des enjeux sociaux, hein, la grande diffusion des multiples doit rendre l'art accessible au plus grand nombre et détourner les lois du marché. Hein. C'est déjà comme ça que la gravure avait été inventée, mais bon, des matériaux diversifiés comme l'utilisation de l'électricité ou du synthétiseur rendent possible de nouvelles formes d'expression combinant le son mais aussi la lumière. Hein. Cette convergence des arts et des sciences donne des formes artistiques tout à fait singulières, hein, au moins à l'époque. Hein. Art électronique, art laser, art informatique, début de l'art vidéo, hein, mais avec des caractéristiques communes, comme par exemple la place du spectateur, hein, vis-à-vis de ses œuvres. L'art s'ouvre aussi à l'art industriel, hein, aux structures gonflables, aux dessins d'enfants. Mais bon, son action est freinée par la faiblesse de ses moyens. Hein. L'après-mai 68 est marqué par un essoufflement rapide du modèle contestataire et des actions collectives. Hein. Le spectre, je dirais, de la récupération crée un blocage, hein, de l'institution culturelle. Ouais. Avec le choix d'une peinture politique et une action contestataire qui a été terriblement critiquée, hein, les occasions d'affrontement avec les pouvoirs publics se multiplient. Les ambiguïtés de sa propre position provoquent la démission de Pierre Gaudibert en 1972. Hein. Alors, début 73, la structure renaît sous la férule de Suzanne Paget, hein, mais la confrontation entre art et politique est à peu près, peu à peu, disons, abandonnée. Hein. Les mots d'ordre restent cependant les mêmes: animés, recherché, confronté. Voilà. Et puis en 1988, l'ARC est intégré au sein des services du MAM de Paris. Autant dire que quick. Voilà, on peut dire c'est la fin, hein, du musée dans le musée. Voilà. Alors, vous trouverez des infos, hein, sur l'ARC sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Et puis donc mardi prochain, en corollaire de ces sujets, je dirais, relatifs à l'action culturelle, hein, nous recevrons Agnès Martin. Coucou Agnès. Ouais. Que nous avions déjà reçue, d'ailleurs, il y a des mois de ça, pour ne pas dire des années. Non. Hein, la 97e. Agnès Martin, qui est artiste peintre, hein, qui fréquente les mêmes marchés que ce bon Robert. Ouais. Les mêmes lieux de prostitution. Les mêmes lieux de prostitution.
Je suis sûr que elle l'appellera pas ça comme ça. Non, elle a un langage beaucoup plus châtié, elliptique. Voilà, donc nous recevrons Agnès Martin, hein, qui viendra, on lui fait un bisou, qui viendra nous parler des ateliers pour enfants qu'elle anime, hein, dans une structure associative de la Porte de Bagnolet. Voilà, et nous en profiterons pour vous conter l'histoire, hein, qui se poursuit d'ailleurs depuis 30 ans au cœur de Paris, du musée en herbe, le musée en herbe, hein, dont le but est de permettre depuis 30 ans aux enfants d'accéder à l'art et à la culture. C'est à Pompidou? Non, je crois que c'est ils ont dû déménager, je crois que maintenant c'est rue Hérold, voilà. Ah, d'accord. Mais je donnerai toutes les infos Okay. la semaine prochaine, hein, rassurez-vous. En ce moment, ça fonctionne un petit peu d'ailleurs comme la maison, sur le même modèle que la Maison des Arts de Bagneux. Tu as d'un côté des expositions, de l'autre côté des ateliers dits pédagogiques, tu vois, pour permettre vraiment aux enfants d'accéder à la culture, et à l'art, hein, ce qu'ils ne pourraient pas forcément faire chez eux. Voilà. En ce moment, il y a une expo Kessaring, et donc il y a des animations qui sont proposées autour de ça. Mais je vous en dis plus la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, nous vous lirons aussi un extrait du manifeste artistique du refus global, qui se proposait en fait de jeter aux quatre vents les oripeaux de conservateurs, hein, et les valeurs morales de la société québécoise. Ouais, nos amis canadiens. On va parler un petit peu d'eux. Vous allez voir, c'est assez, comment dire, décapant. Voilà, initié par le peintre abstrait Paul-Émile Borduas, hein, qui est injustement connu chez nous. Hein. Injustement méconnu, tu veux dire? J'ai dit quoi? Injustement connu? Oui. Pardon. Injustement méconnu, mais merci de me reprendre. Ah non, je te reprends, non. Il a fallu que je me force, mon Jean. Tu sais que j'aime pas te reprendre. Qui est injustement méconnu chez nous. Je trouve que ses œuvres sont vraiment intéressantes. Hein. Voilà, donc initié par ce peintre abstrait, hein, je pense que Agnès ou le connaît ou va le découvrir avec plaisir. Paul-Émile Borduas, donc, comme je le disais, ce manifeste radical a, entre autres, parce qu'il a été signé par Jean-Paul Riopel, tu vois. Il y a quand même quelques-uns, je crois qu'il avait été signé par une quinzaine d'artistes, dont Jean-Paul Riopel, tu vois. Donc, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Vous verrez tout ça la semaine prochaine. Voilà. Mais mon Jean, on sait bien que tu nous parles jamais de n'importe quoi. Ah si, de temps en temps. Oh non, c'est pas vrai. Non, je ne le crois pas. Là, c'est, je veux dire, voilà, mais du refus global. Et en même temps, je l'entends deviser gaiement à sa petite place dans le studio. Je me dis, mais où va-t-il chercher tout ça? Bah, remarquez, vous le connaîtriez, il a une grosse tête, hein, quand même. Tu apprécieras, je crois, Paul-Émile Borduas, tu verras parce que, par exemple, il donnait quelques coups de canif aux surréalistes. Ah, alors là, j'apprécie. En trouvant que il s'était pas suffisamment détaché du catholicisme, tu vois. Oui. Vachement faire plaisir à Breton. Ah oui. Il y a quelque chose comme ça, oui, c'est un peu religieux, cette de histoire. s'en détacher tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Très bien. Bon, alors je sens violemment s'il fallait. Je sens que je vais l'aimer. Bon, tu nous as pas recommandé un bouquin, quelque chose à lire là-dessus, non? Non, on va se passer une petite zik et puis ensuite on abordera les questions du CNAP. D'accord, mon Jean, ça va marcher comme ça. Ah oui, bah oui. 144 questions du CNAP. Hein? Comme ça, on aura un peu de temps pour une fois. Ça roule. J'envoie tout ça en l'air.
when the wind blows. Sometimes it brings a lonely message. You'll have to listen to the sand as it's blown against the wooden fence. Don't fear the dark and never fear your shadow. Look them right in the eye and tell them that they're welcome at any time. Then I walked into the center of the darkest shadow, and I breathed it in. 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 Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Avec mon Jean, l'instruction publique, notre hussard noir de la République. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus que lui. Ça ferait pas de mal aux minots qui sont dans les écoles, surtout ceux qui sont dans les quartiers pourris, des cités pourries, des banlieues pourries. Voilà, s'il y avait des gens comme ça qui pouvaient se multiplier comme les petits pains. Bon, on va donc... Il y a des Agnès Martin, il y a... Ouais, il y a des Agnès Nathalie Martin. Pradel. Ouais. Peut-être que la prochaine fois je parlerai d'un copain qui lui-même était enseignant et qui avait une classe, on appelait ça les classes spéciales, je sais pas quoi, qui était aussi lui un grand bonhomme. Voilà. Bon, bah mon Jean, écoute, on peut poursuivre l'exploration de mais les expos de Paris. Ouais, on va faire en fait quelques expos, puis après toi tu feras peut-être dans la foulée tes petites annonces habituelles des bonnes œuvres de la FA, oui. Arrête Jean, on est mal, là, on est mal. Arrête. Et puis on s'occupera des questions-réponses sur l'activité des artistes plasticiens. Ce rapport publié par le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, après une petite zik, on peut peut-être faire ça comme ça, et puis on finira avec les rapports amoureux compliqués que Robert entretient avec Véronique Chambaud et son inénarrable, enfin pas si inénarrable que ça, puisque Robert... le nard le nard en art une partie tous les mardis, son inénarrable guide juridique et fiscal de l'artiste. Aux éditions Duno. Il y a 2 mots tabous déjà dans le titre pour Robert, donc vous aurez compris que c'est sans doute une partie du problème. Juridique, déjà ça lui pose un gros problème. Fiscal. Ah oui. Ouais, ça me terrasse. Ouais, je vous raconte pas l'urticaire. Bon. Alors la première expo à ne pas manquer, c'est François Morellet, un artiste dont on a d'ailleurs, dont on vous a conté un peu la bio il y a quelques mois dans cette même émission. C'est au Centre Pompidou, donc place Georges Pompidou, pour ceux qui trouveraient pas dans le 4e arrondissement. Mais vous avez le temps, c'est jusqu'au 4 juillet 2011. Vous voyez Jean, il vous concocte des émissions, vous avez le temps de réfléchir avant d'y aller. Alors, invité, je précise bien, invité au Centre Pompidou. C'est pas tout le monde qui est invité par le Centre Pompidou. Les artistes de leur vivant, il y en a pas tant que ça. François Morellet a préféré, en fait, montrer un aspect particulier de son travail, les installations. Alors, il s'agit pour lui d'œuvres éphémères, réalisées dans ses expositions personnelles ou dans certaines des manifestations artistiques auxquelles il a participé. Alors, elles sont conçues évidemment au départ pour un endroit précis et exécutées sur place avec des moyens légers, destinés évidemment à disparaître ou à être démontées à l'issue de la manifestation. Elles sont donc très peu ou pas connues. L'exposition qui rassemble et réinstalle 26 d'entre elles au Centre Pompidou est une proposition tout à fait inédite. Pour moi, c'est une des expos majeures de 2011, mais bon, j'aime particulièrement cet artiste.
qui est un cérébral pur. Hein. Il y a, pour ceux qui aiment l'art plutôt tripatif, évidemment. Oui. C'est un peu Me déconcertant. fixe pas comme ça. Non, mais j'aime beaucoup. Oui, non, mais Jean. C'est un de mes artistes contemporains préférés. Voilà, j'aurais pu vous faire Otoniel, mais comme ça me file des boutons, bah je le ferai pas. Ouais. Tu vois, dans T'as le- une palette de goût extraordinaire. Comme un copain, lui, c'était une palette de goût pour la nourriture, tu vois, et qui était capable de bouffer des caries, mais brûlants, qui t'arrachaient la gueule, et en même temps de goûter des douceurs invraisemblables, voilà. T'es un peu comme ça Ouais, aussi. mais bon, il utilise pas mal la lumière, par exemple. Et moi, Ouais, dès qu'il y ouais. a de la lumière quelque part, j'ai envie, je suis comme toi, j'ai envie de sucer mon pouce, tu vois, puis de me laisser embarquer, quoi. Voilà. Puis la deuxième expo, c'est Tous cannibales. Ça, c'est pour se faire peur et ça rejoint un peu notre thème d'aujourd'hui. Ouais. Une expo qui plairait beaucoup à Stephen King et qui plaira à ses amateurs. Hein. C'est à la Maison Rouge, c'est 10 boulevard de la Bastille, hein, dans le 12e. Et ça, c'est valable moins longtemps, hein, c'est jusqu'au 15 mai. C'est une expo, en fait, consacrée à la question de l'anthropophagie et à ses représentations dans les arts plastiques aujourd'hui. Hein. Pour cette manifestation, la commissaire, parce que c'est une jeune femme qui s'occupe de ça, a choisi de présenter un corpus d'œuvres réalisées majoritairement, je dirais, par une jeune génération d'artistes travaillant indépendamment les uns des autres, hein, sur le concept de l'incorporation. Alors la partie contemporaine de l'exposition, hein, photographie, vidéo, installation, sculpture, dessin mais aussi peinture, hein, est en dialogue avec une partie plus petite mais historique, hein, ouvrages illustrés, textes enluminés, gravures et objets d'art premier, hein, qui témoignent des évolutions et des persistances du thème donc de l'anthropophagie, mon Dieu, à travers les âges et les latitudes. Voilà. D'accord, mon Jean. Eh ben, écoute, Pour les expos. un immense merci pour ce dérouillage de neurones. Mhm. Oui.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, la plus rebelle des radios. Aracaille, la plus rebelle des émissions. Pour tant qu'à faire, hein. Bah, voyons. Oui. Avec toujours notre Jean dans le studio qui vous parle d'art, toujours. Et moi qui suis là, à cracher dans le micro, à essayer de me dépatouiller avec cette multitude de boutons. J'en ai en fait que 3 sur lesquels je dois agir, mais c'est déjà beaucoup trop pour moi. Bon, tout de suite les petites annonces. C'est 2 de trop, on va dire. C'est 2 de trop. Alors les techniciens, le technicien en chef du secrétariat devrait tenir compte de mes observations et nous trouver une table où il y a qu'un bouton à pousser, quoi. Puis c'est marre. Voilà, je sens que je vais encore me faire des potes là. Donc les petites annonces traditionnelles. Avant, je voudrais faire une petite dédicace à la gigolette qui monte aux chasses et qui bâche boulevard Richard Lenoir. Oui, j'espère qu'elle écoute. Si elle n'écoute pas, tant pis pour elle. Elle saura pas que j'ai causé de sa pomme dans le poste. Bon, j'ai bien dit monte aux chasses qui bâche boulevard Richard Lenoir. C'est un quartier extraordinaire. Pas qu'il est beaucoup moins qu'il y a quelques dizaines d'années, mais bon. On peut encore y respirer un peu le populo. C'était là qu'habitait Jules Maigret. Ah oui, bien sûr. Ouais, Ouais. dans tous les romans de Maigret. Jules Maigret, ouais. Il situe Avec l'appartement de Maigret. avec ses- Situe l'appartement de Maigret, boulevard Richard Lenoir. Ouais, avec ses petits fricots, là, quand il invitait son pote le médecin. Voilà. Alors, Oh là là. Arrête, Jean, parce que là, je commence, tout à l'heure, je salivais, mais là, ça va déborder. faites tout le boulevard, vous arriverez peut-être, il reste peut-être des relents de la cuisine de oui. sa femme qui était d'origine alsacienne. Oh, oui, Alors, oui, arrête. d'où- Non, t'arrêtes, Jean, s'il te D'où plaît. mon empathie avec Maigret. T'arrêtes, Jean, j'ai des choses à faire, quand même. Bon. Alors, on commence déjà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit-on dans le pop. Radio Libertaire, la plus rebelle des radios, qui a besoin que vos porte-monnaies soient moins rebelles à lâcher de la thune, pour essayer de soutenir cette voix libre. Il n'y en a pas une comme ça en France, et même peut-être dans le monde. Bon, voilà, on a du matériel là pour que vous puissiez nous entendre. Vous me direz, bon, c'est pas toujours le top de nous entendre, mais pour ceux qui aiment ça, en tout cas, et il faut l'entretenir, ça coûte de la thune, mais beaucoup de thune, et donc, pour ça, on édite une carte d'auditeur que vous pouvez trouver à la Librairie Publico, dont Jean vous rappelle l'adresse à toutes les émissions, 145 rue Amelin Paris dans le 11e, où Laurent ou Max, 2 dynamiques permanents, vous pouvez vous remettre cette jolie carte contre la modique, mais alors vraiment très modique somme de 20 €. Enfin modique pour ceux qui ont 20 €, parce que pour les autres, bon voilà, on peut comprendre aussi que ça soit pas tout à fait possible. Bon, c'est évacué pour la radio. Ensuite, nous avons la Librairie Publico, dont Jean, encore lui, il n'arrête pas, vous parle toutes les semaines à propos des bouquins ou du bouquin dont il évoque des passages, pour vous le recommander et vous dire que vous pouvez aussi, non seulement il vous recommande, mais il vous incite à aller à Publico pour essayer de le commander, ou sur le site de Publico, ou à la librairie. Mais c'est plus sympa la librairie quand même, je dois dire, franchement. Ça vaut le coup de se déplacer. Ça vit, cette librairie. Et puis voilà, il y en a une comme ça, il y en a pas 2, hein, donc il faut essayer de faire en sorte qu'elle puisse poursuivre sa mission de diffusion d'œuvres anarchistes, enfin de parfum un petit peu là, de révolte, de liberté. C'est pas tous les jours dans notre beau pays de plus en plus dégradé qu'on peut trouver ce genre de lieu. Bon. Et puis le Monde Libertaire, l'organe magazine de la Fédération anarchiste, qui paraît tous les jeudis, que vous pouvez trouver dans quelques kiosques super d'élite. Là, je mets un épithète encore plus plus superlatif, si on peut dire, de Paris. Pour ceux qui ont de la thune, bon, ils l'achètent, ils font cet effort-là. Et pour ceux qui l'ont pas, ben ils chourent, quoi. Ça s'appelle la reprise individuelle. C'est ce qu'on vous rappelle, qu'on vous recommande tous les mardis. Puis vous pouvez le trouver aussi à la Librairie Publico. Il y a la pile qui est déposée, et vous remettez le montant de votre achat
des deux permanents, et vous ne chouerez pas. Là, il n'y a pas de reprise individuelle, même si vous êtes au cœur de l'anarchie parisienne, il n'est pas question de plomber les permanents, hein, qui gagnent un salaire misérable, qui sont vraiment au ras des pâquerettes. Donc voilà, pas que les anards soient des... Rassure-moi, il n'y a aucune contradiction là-dessous. non, aucune, Jean. Absolument aucune. Voilà, j'ai fait le tour de mon petit business. On va revenir tout à l'heure sur... je sais pas si on se passe une musique avant ou on... Non, je vais juste faire une ou deux questions du CNAP, et puis tu lances une musique, et puis tu finis... et puis je me finis. Tu nous finis avec oui, ça Véronique Chambaud. ça. Hein, ça te va comme ça? D'accord, mon Jean. D'accord. Ça donc, marche. Là, on en était donc au... Je rappelle qu'il s'agit de 144 questions-réponses sur l'activité des artistes plasticiens qui ont été pondues par le Centre national des arts plastiques, le CNAP. Et comme c'est très simple et très clair, on vous en fait profiter. Voilà. Par exemple, on en était donc à la protection par le droit d'auteur. À la question « Qui est le titulaire du droit d'auteur ?» le CNAP répond « Le titulaire originaire du droit d'auteur est l'auteur de l'œuvre. » On peut pas être plus clair que ça. Il s'agit de la ou des personnes qui ont créé l'œuvre. Un apport personnel dans le processus de création est nécessaire, attention, pour l'attribution de la qualité d'auteur. Mais la preuve de la qualité d'auteur est libre et peut être faite par tous les moyens, par exemple le dépôt. Toutefois, la loi présume que la qualité d'auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Voilà, le titulaire du droit d'auteur est l'auteur et non le propriétaire de l'œuvre. Le distinguo est très très important. Il a seul la faculté de céder ses droits patrimoniaux. Il y a des propriétaires qui ont tendance à penser l'inverse. Ouais. Alors, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui doivent écouter cette émission. Non. On s'adresse plutôt aux auteurs, d'habitude. Et puis, donc, la deuxième question, comment prouver que je suis bien l'auteur d'une œuvre? Comment protéger mes droits? Et le CNAP répond, le droit français n'impose aucune formalité pour bénéficier du droit d'auteur. Il est toutefois préférable de se constituer des commencements de preuve de la paternité et de la date de création de l'œuvre. L'auteur peut déposer son œuvre auprès d'un notaire ou d'un huissier. Je sais, ça fait mal, mais bon. Il peut adresser des éléments descriptifs de son œuvre à une société d'auteurs aussi, comme la DAGP, que nous connaissons tous les deux, Robert. Il peut également envoyer à lui-même ou à un tiers ces mêmes éléments par lettre recommandée, ou mieux encore en repliant sur elle-même la feuille décrivant ou reproduisant l'œuvre et en y portant son adresse, avec accusé de réception sans la décacheter lors de la réception. La date de réception de l'accusé de réception et la date portée sur le descriptif feront loi quant à la date de création. Alors, un aparté, ça c'est moi qui précise que l'Institut national de la propriété voilà, tout à fait, Jean. Ouais. Fait aussi des enveloppes. Absolument. Qui s'appellent des enveloppes Solo, oui, qui sont extrêmement pratiques. Ça fonctionne un peu de la même façon. Et peu coûteuses. Et oui, c'est bon. Ouais, par rapport à si tu déposes vraiment le truc. Ah oui, complètement. Là, ça coûte une quinzaine d'euros, ça peut vraiment valoir le coup. Oui, parce qu'autrement, ça bondit tout de suite à plus de 100 €. C'est vendu en fait sous la forme d'une double enveloppe que vous envoyez à l'INPI, qui vous le renvoie après en avoir gardé la moitié. La première partie, et qui vous envoie la seconde scellée par ses soins. Tout à fait. Ouais. Alors, il est également conseillé, lors de la vente, d'établir une facture décrivant l'œuvre et de conserver les traces, évidemment, comme des photographies, par exemple, de sa création. De même qu'à l'occasion d'un mandat de dépôt ou d'un prêt. En cas de conflit, tous les éléments antérieurs à la divulgation de l'œuvre, travaux préparatoires ou photographies, peuvent être utilisés pour prouver la paternité et la date de création. Et les mentions copyright, le C dans un cercle, ou tout droit réservé n'ont pas d'effet eux-mêmes, en eux-mêmes sur la protection de l'œuvre, et jouent seulement
un rôle d'information auprès du public, hein, contrairement d'ailleurs au système du dépôt en vigueur aux États-Unis, hein, qui permet de mentionner l'année de publication et le nom du déposant. Voilà. Cette mention permet toutefois d'indiquer, hein, pour tout pays, que l'œuvre relève, hein, de la protection du droit d'auteur, et ça, c'est déjà important. Voilà, mon Robert, je te laisse avec Véronique pour la dernière partie de l'émission, ou avec une musique comme tu veux. Oh bah écoute, je vais peut-être attaquer Véronique, parce qu'après on risque d'être un petit peu juste. Désolé de vous imposer un blabla presque en continu, mais bon, il y a aussi des impératifs techniques. Voici donc Vendez vos œuvres par Véronique Chambaud et son guide un petit peu fantaisiste qui se nomme le guide juridique et fiscal de l'artiste aux éditions Duno. S'installer et choisir son statut, promouvoir et protéger son œuvre. Donc la semaine dernière, vous étiez sur les routes pour vous investiguer, pour essayer de placer vos nanars. Et vos efforts ont payé. Ça, c'est de la pure utopie. Vos opérations de promotion ont porté. Ont porté quoi, on se le demande. Mais bon. Une exposition de vos œuvres est organisée. Sortie de la confidentialité, vous allez maintenant vendre votre art. Cette tâche est confiée à un galeriste si vous exposez en galerie. Bah évidemment, c'est pas à un maquignon si vous exposez en foirail. Vous avez aussi la possibilité de vendre vos œuvres sans intermédiaire si vous disposez des relations et de l'entre-gens nécessaires. Oui, bah ça c'est assez, courant, ce genre de pratique. Il vaut mieux être fils à papa que fils de rien. Les conditions de réalisation de la vente vont être différentes selon la diffusion choisie. Et vous devez prendre certaines précautions pour ne pas être lésé sur votre création. L'œuvre d'art est un produit particulier. Évidemment, c'est pas une botte de radis. Elle suscite parfois de la part des intermédiaires des comportements singuliers. Non, c'est un comportement assez traditionnel. Ils essayent de s'en foutre un maximum dans la poche. À vous de vous en défier et de vous en protéger. Ah oui, alors pour ça, non, c'est pas les préservatifs classiques, hein, c'est pas la capote dite anglaise. C'est beaucoup plus bâcheux que ça. Avant d'atteindre les enchères époustouflantes, alors là on est en plein cauchemar, ou de réaliser des transactions stupéfiantes, n'ayons pas peur des superlatifs, votre ambition est de bien vendre vos œuvres et de vivre de votre art. Et de concilier passion, vocation et raison. Une sainte trilogie. Au préalable, vous devez déterminer le prix de vente, j'insiste, de vente, de vos œuvres. Et pour cela, réfléchir beaucoup, ce qui vous permettra d'évaluer la rentabilité de votre activité, de juger de la validité économique de votre projet. C'est là que je suis vraiment ailleurs, parce que cela vous permettra d'évaluer la rentabilité de votre activité, de juger de la validité économique de votre... on n'est pas un artiste plasticien, c'est pas une PME. La détermination du prix de vente, c'est marrant, j'avais lu l'extermination du prix de vente. Ah, c'est dire. L'argent est une question prétendument taboue, tant pour l'artiste que pour l'amateur d'art. Oui, enfin, je crois que c'est plutôt pour l'amateur d'art qu'une question taboue. Et certains se plaisent à passer, parce qu'on ne pense pas dans ces milieux-là. Et certains se plaisent à passer sous silence la question. Quelle question, je vous le donne, Émile, de la rémunération de l'art et de l'artiste. Mais pour éviter que le premier ne soit envisagé comme un objet, j'aime bien, le second est transformé en assisté. Certes, l'artiste vit une passion, il poursuit une vocation. Est-ce pour autant qu'il ne puisse prétendre à aucune rétribution? Alors, on ne pousse qu'un cri unanime, non! Si vous vous installez en tant qu'artiste, c'est pour vivre de votre création. Et là, j'aimerais que vous plongiez dans l'œuvre de Ernest Pignon, que Jean m'a recommandé, et qui s'appelle La quête de la réalité.
Et là, vous trouverez exactement le contraire de tout ce qui est préconisé par Véronique Chambaud. Et c'est un artiste prolo, comme Jean vous l'a rappelé la dernière fois qu'il en a parlé, mais qui était mineur, qui a fait tous les boulots les plus crades qui puissent exister, et puis qui est devenu un artiste à force de travail, à force de passion, etc., etc. Et lui, il est avec une bande de zozos, des révolutionnaires de l'art, et enfin c'était une association révolutionnaire d'artistes. Et eux, ils étaient tout à fait dans le trip contraire. Il n'est pas question de penser au pognon, à toutes ces choses-là, bien qu'ils en avaient besoin. Mais pour assurer leur bias, ils bossaient en usine, etc. Et en dehors de l'usine, ils suivaient des cours pour apprendre à peindre, pour apprendre à dessiner, et puis ils bossaient. Voilà. Alors on était loin d'évaluer la rentabilité ou la pertinence de l'activité. L'art et ses œuvres sont de véritables biens économiques. C'est là, encore une fois, que je me c'est sens pas... bien d'avoir tous les sons de cloche. Oui, non, mais c'est bien, Jean, bien sûr. Non, mais je veux pas te contrarier parce et quand je dis de cloche, c'est pas... Je veux pas te contrarier parce que d'abord, il est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus large, beaucoup plus lourd. Donc, je risque vraiment à ramasser une baston. L'art et ses œuvres sont de véritables biens économiques. Ils ont une valeur déterminée. Moi, je dirais plutôt indéterminée, enfin, bien qu'elles ne soient pas toujours faciles à fixer. Mais lorsqu'ils sont de qualité, ils savent trouver leurs amateurs pour les acheter. Voilà. Et pour ceux qui savent s'y prendre, il est possible de vivre de sa création. Alors, le possible, on pourrait dire, il est impossible de vivre de sa création. Mais ça encore, on peut en vivre, mais pas bien en vivre comme cette chère Véronique semble le stipuler. Loin des œuvres d'art qui restent hors de portée de la plupart des amateurs, l'art contemporain est généralement plus accessible. Bah oui, tant qu'on n'est pas célèbre, c'est accessible, c'est sûr. Mais si l'offre d'œuvres est abondante, les prix demeurent soutenus et l'engouement des collectionneurs continue. La suite, je pense qu'on la fera la semaine prochaine. Je marque mon petit chose là. Et puis voilà, je pense que c'est parce que là, on va peut-être se vous dire au revoir, se passer une musique, parce qu'il y a l'émission Vrek in Mess. Vrek this mess, ouais. This Mess, oui, pardon. Les musiques radicales et révolutionnaires. Ouais. Je voulais dire quand même que si je suis effectivement un peu plus grand et plus lourd que toi, on a tous les deux notre place sur un terrain de rugby pré-Rabastens de Bigorre. Rabastens de Bigorre. Moi comme demi de mêlée, toi comme talonneur. Ah oui. On doit pouvoir se trouver un emploi tous les deux. Oh oui. Hein? Et puis se taper des bonnes garbures et puis des... Ouais, voilà. Bien. Eh ben écoute, on vous dit salut les mecs, salut les meufs. Salut à tous. Et puis la semaine prochaine, vous retrouverez Piquet-Coup au potard. Ouais. Et Agnès Martin. Comme invité. Donc notre invité. Voilà. Salut. Salut. Alors on dit salut, je redis salut.